Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au travail de Paul Lazarsfeld et au modèle de Columbia sur la sociologie du vote. Pour rappel, dans le dernier épisode, on avait détaillé un petit peu la vie et les méthodes de Paul Lazarsfeld qui avait montré dans son livre The People's Choice que le vote est principalement déterminé par ce qu'on avait appelé les variables lourdes du vote, qui sont notamment le revenu, le lieu d'habitation et surtout la religion. Mais une autre question qu'il s'était posée en commençant son étude, c'était de savoir dans quelle mesure la campagne médiatique avait pu convaincre les électeurs de voter pour tel ou tel candidat. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on commente encore beaucoup aujourd'hui, on l'a vu dernièrement, machin a fait une bonne campagne, truc s'est trompé de stratégie, il ou elle s'est vautré pendant le débat du second tour. Bref, on commente énormément toutes ces petites stratégies de campagne en partant du principe que ça a un effet déterminant sur les résultats du vote. Mais est-ce qu'on est vraiment sûr de ça? Bref, la question c'est de savoir est-ce qu'on est ou non influencé par les médias. C'est ce qu'on va voir, générique. Eh, on se ferait pas un bol de céréales en attendant, là? Alors, je suis déjà revenu vite fait sur la vie de Paul Lazarsfeld dans l'épisode 1, mathématicien autrichien brillant, ayant obtenu son doctorat à seulement 22 ans. Il abandonne Vienne pour partir aux États-Unis, notamment parce que les Américains lui permettent de fonder un laboratoire d'analyse sociale. Et aussi sûrement parce qu'il était juif en Autriche dans les années 30. Ça a dû jouer aussi. Mais ce que j'avais pas dit, c'est que lors de sa jeunesse viennoise militante, il va côtoyer des joyeux lurons membres de l'Institut for Sozialistische Forschung. Institut for Sozialforschung. Sozialforschung. Il va côtoyer l'Institut for Sozialforschung. Mon allemand est toujours aussi divin. Si ça ne vous dit rien, c'est normal parce que c'est cet institut qui va devenir plus tard la fameuse école de Francfort, avec des personnalités comme Horkheimer, Adorno ou Herbert Marcuse. Alors, si ces gens ne vous disent absolument rien et que vous ne savez pas si l'école de Francfort désigne plutôt un groupe d'intellectuels marxistes ou un CAP saucisses et métiers du porc, c'est pas grave, il y a plein de vidéos qui en parlent, notamment celle-ci de Dédicto que je vous recommande. Vous pouvez simplement avoir en tête que les intellectuels de l'école de Francfort, ils sont très critiques des médias de masse, qu'ils voient vraiment comme une aliénation complète des populations. Alors, les théoriciens de l'école de Francfort sont ceux qui réfléchissent le plus tôt à l'effet aliénant des médias de masse, qui commence tout juste à émerger, et ils sont particulièrement inquiets face au développement de la propagande politique. Encore une fois, on est en Allemagne dans les années 20-30, donc en termes de propagande politique, effectivement, il y a de quoi faire. Alors, le procédé existe depuis longtemps, mais les années 30, c'est un moment où les États fascistes comprennent l'importance du médium vidéo pour asseoir leur idéologie. Dès septembre 1933, le parti nazi crée un département du film au sein du bureau central de la propagande dirigé par Joseph Goebbels. Cela aboutira notamment au fameux Triomphe de la volonté, le film de la réalisatrice Leni Riefenstahl, qui présente Hitler comme un véritable dieu vivant et qui a façonné une bonne partie de l'imagerie nazie telle qu'on la connaît. Les fascistes italiens ne sont pas en reste, dès 1937, Mussolini construira sa fameuse Cinecittà, un énorme complexe cinématographique pensé dès le début comme une arme de la propagande fasciste. Dans ce contexte, on comprend que les intellectuels de l'école de Francfort soient extrêmement critique à l'égard des nouveaux médias, et il théorise donc l'existence de médias qui seraient omnipotents, capables de manipuler complètement les foules, qui elles seraient vues comme des espèces de moutons complètement passifs, ce qui est peut-être un peu exagéré. T'imagines, tu remontes dans le temps pour leur montrer les smartphones d'aujourd'hui, les gars ils t'auraient rien fait du tout, parce que c'était des intellectuels en cravate, mais ils auraient été déprimés de ouf. Du coup, il faut avoir en tête que dans les années 40, le consensus semble plutôt que les médias sont complètement manipulateurs, qui manipulent les foules et qui sont capables d'orienter les comportements, aussi bien les comportements politiques que les comportements de consommation. Et c'est précisément l'un des points que Paul Lazarsfeld compte bien vérifier en mettant en place l'enquête The People's Choice en 1940. Bon, en fait, c'est surtout dans le livre suivant, Voting de 1954, qu'ils vont préciser et confirmer les résultats qui étaient encore un petit peu embryonnaires dans la toute première enquête. Bon, pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps, Lazarsfeld trouve que, contrairement aux thèses de l'école de Francfort, la propagande médiatique n'a pratiquement aucun impact sur les choix électoraux. C'est pas forcément étonnant parce que, pour rappel, le premier résultat que Lazarsfeld avait mis en avant, c'est que les gens, ils étaient globalement
très peu intéressés par la campagne électorale. Que nous qu'on en avait plus ou moins rien à péter. Mais pour être plus précis, il y a quand même des gens qui sont très intéressés par cette campagne. Ça existe quand même, hein, ces boulimiques d'informations qui vont tout lire, tout écouter, tout décrypter, mais justement, eux, hein, ceux qui lisent tout, c'est justement les gens qui sont très politisés, qui ont un avis tranché dès le début de la campagne, et du coup, ils ont pratiquement aucune chance de changer d'avis. À l'inverse, les personnes peu politisées, qui auraient des chances d'être convaincues, en général, c'est aussi celles qui en ont le moins quelque chose à foutre de la campagne et des élections, et qui du coup suivent absolument pas les débats et le déroulement de la campagne médiatique. Du coup, on se retrouve dans cette espèce de paradoxe où la propagande politique touche presque exclusivement les électeurs les moins disposés à changer d'avis. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et de fait, l'enquête par panel a permis de vérifier que seulement 8% des enquêtés avaient véritablement changé d'intention de vote au cours des 7 mois de l'enquête. Pour rappel, j'avais expliqué dans l'épisode précédent ce qu'était une enquête par panel. L'idée, c'est qu'on a un groupe d'individus qu'on va interroger plusieurs fois, ce qui est intéressant parce que justement, ça permet de voir les changements d'opinion chez les mêmes personnes. Bon, du coup, seulement 8% du panel qui change d'avis, ça fait vraiment pas beaucoup. Mais bon, la vraie question, c'est pas tant de savoir si c'est beaucoup ou pas, mais c'est surtout de savoir si on peut conclure que la propagande électorale a quand même réussi à faire changer d'avis ces 8% d'électeurs. Parce que si des électeurs ont changé d'avis, ça pourrait être une preuve non négligeable que la campagne a bien un effet sur les votes, même s'il est limité. Et bien là aussi, il va falloir regarder les données un peu plus en détail. Lazarsfeld va bien observer ces 8% de gens qui ont effectivement modifié leur intention de vote, ces fameux party changers à l'américaine, et il s'aperçoit que les 2/3 d'entre eux en fait ne font que se réaligner sur les intentions de leur groupe primaire d'appartenance. En gros, c'est des gens qui s'étaient écartés du vote de leurs amis et de leur famille et qui finalement se rangent à la norme dominante dans leur milieu. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces reconversions s'expliquent en général bien plus par des conversations interpersonnelles avec l'entourage que par l'effet de la campagne. En fait, c'est même le grand résultat que va mettre en avant Lazarsfeld sur la formation des votes, c'est que les conversations avec l'entourage semblent bien plus déterminantes pour façonner le choix politique que la propagande médiatique. Alors, ce résultat qui montre l'importance des conversations et de l'entourage, il a été découvert effectivement lors de la première enquête The People's Choice de 1944, mais presque par hasard. Et en fait, c'était loin d'être le cœur du livre. Pour être tout à fait honnête, il n'y avait qu'une seule question sur le sujet et on demandait aux enquêtés s'il leur arrivait ou non de donner des conseils de vote. Donc c'était un peu léger pour tirer des conclusions là-dessus. Du coup, ce que va faire l'équipe de Columbia pour pouvoir généraliser un peu ces résultats, c'est qu'elle va refaire une enquête 4 ans plus tard en 1944 auprès de 800 femmes pour étudier cette fois spécifiquement la question des procédures de choix en élargissant au-delà du vote à des questions comme le choix d'un film, la recommandation d'objets de consommation ou la formation des opinions sur une politique locale. Là aussi, cette enquête donnera lieu à un livre publié en 1955, Personal Influence, coécrit par Paul Lazarsfeld et Zliuk Katz. C'est devenu un énorme classique des sciences sociales et il est très souvent cité pour sa fameuse théorie du Two-Step Flow of Communication, à laquelle on réfère souvent en français simplement comme la théorie des leaders d'opinion, ou même parfois de façon très littérale comme de la théorie de la communication à double étage, comme semble le faire Wikipédia, ou même du flux de communication à 2 étages, comme semble le faire Éric Maigret dans sa sociologie de la communication et des médias. Choisissez votre camp. L'idée est en fait assez simple, c'est que les médias ne parviennent pas à s'adresser directement aux individus, mais qu'ils sont filtrés par des personnes influentes qu'on appelle les leaders d'opinion. Je suis un leader d'opinion. En plus, regarde, j'ai un cadre en bois qui montre que je suis super bon en marketing. Alors, écoute-moi. C'est pour ça qu'on parle des Two-Step Flow of Communication, de la communication à double étage. Parce que l'influence des médias se fait en 2 temps. D'abord, le message est délivré par les médias à un leader d'opinion qui est reconnu comme compétent, qui va ensuite filtrer, interpréter et convertir cette information avant de la partager aux personnes de son entourage. Par exemple, lorsqu'une personnalité politique annonce à la télé qu'elle veut augmenter les salaires en baissant les cotisations sociales. Ça, c'est une information factuelle. Mais cette information, elle va être filtrée et interprétée par ton tonton leader d'opinion de droite qui va te dire « Ah mais c'est super, on va réduire le coût du travail et gagner en compétitivité, ce qui nous permettra d'augmenter les exportations et de booster la balance commerciale. » Et de l'autre côté, il y a ton tonton leader d'opinion de gauche qui te dira « Mais c'est de la connerie ça, la baisse des cotisations c'est du financement en moins pour les hôpitaux et les retraites. On est déjà suffisamment dans la merde sans supprimer encore des lits d'hôpitaux et des postes d'infirmières. » Oui, parce que c'est bien connu, les tontons de gauche ils sont un peu vulgaires parfois.
Et toi, tu devras te forger un avis avec ça, même si dans ce cas précis-là, la probabilité la plus forte, c'est clairement que tu t'en battes royalement les gonades. Parce que Lars Arsfeld montre bien que 73% des personnes qui reçoivent beaucoup d'injonctions contradictoires se désintéressent complètement de la campagne électorale. Comme quoi, cette croyance populaire selon laquelle pour se forger un avis informé, il faudrait écouter tous les camps politiques, tous les avis divergents en accordant une attention égale à chacun, bah on dirait surtout une machine à fabriquer la basse-tension. Étonnant, non? Alors, dans le livre de 55 Personal Influence, Lars Arsfeld étudie la formation de toutes sortes de jugements, pas seulement des jugements politiques, et il montre bien qu'il n'existe pas d'uber leader d'opinion qui orienterait les avis de tout le monde, sur tout et tout le temps. En fait, il y a plutôt des leaders d'opinion ultra spécialisés dans un domaine particulier pour lequel on leur reconnaît une compétence. Par exemple, pour les sorties cinéma, on écoute plutôt les personnes les plus âgées, là où en matière de discussion sur les affaires publiques locales, c'est plutôt le revenu et le niveau d'éducation qui feront un leader d'opinion crédible. Alors bien sûr, ces résultats, ils ont très vite été réutilisés par le marketing et la communication. C'est notamment l'un des prismes qui peut nous permettre de comprendre l'émergence des influenceurs, qui peuvent jouer le rôle de leader d'opinion grâce au sentiment de proximité qu'ils entretiennent avec leur audience. C'est tout le coup des relations parasociales, tout ça, je vous renvoie vers tout plein de vidéos qui parlent de ça, et c'est notamment ce qui explique que les marques, voulant faire la promotion de leurs produits, se sont peu à peu désintéressés des superstars pour faire des partenariats avec des influenceurs, jugés beaucoup plus proches de leur public, comme l'explique très bien un créatif dans sa vidéo sur le sujet. Et les marques commencent à remarquer que l'influence de monsieur et madame tout le monde qui a réussi à rassembler une communauté sur internet donnait de meilleurs résultats pour vendre produits que de mettre une star dans une publicité. Et quoi? Parce que contrairement à une star hors de notre réalité, la vie d'un influenceur, elle est plus proche de celle des consommateurs, c'est plus réel, plus ou moins. Le succès du marketing d'influence réside dans le fait que les marques considèrent les prospects comme des proches et plus comme des clients, au travers des influenceurs. Et en plus, le contenu va tourner autour d'une thématique précise, s'adresser à une audience précise, pour laquelle l'influenceur a une crédibilité dans son discours. Plus ou moins bien utilisé, le marketing d'influence offre de bien meilleurs résultats pour beaucoup moins cher que le celebrity marketing. Évidemment, je vous invite à voir toute sa vidéo, qui est vraiment très bien faite comme d'habitude. Et d'ailleurs, lui aussi, il parle de la théorie de la communication à double étage comme Wikipédia. Il propose la théorie de la communication à double étage. Mais je sais pas si c'est parce qu'il est belge ou c'est juste moi qui trouve que ça sonne bizarrement, mais... Bref. Du coup, la réponse de Lars Arsfeld à la question de savoir si les campagnes électorales influencent les électeurs semble assez définitive. Non. Les médias n'ont pas une influence directe car ils sont filtrés par des leaders d'opinion qui sont déjà très politisés et donc peu enclins à changer d'avis. Et on voit effectivement dans les résultats qu'une très faible minorité de gens sont susceptibles de changer d'avis au cours d'une campagne. Bon. Ok. Mais c'est là que j'ai envie de vous demander. Est-ce que l'absence de conversion des votes, c'est vraiment le signe d'une absence d'effet de la campagne électorale ? C'est un biais très connu. En science, on a tendance à davantage publier les résultats qui montrent des effets spectaculaires que les études qui montrent une absence d'effet. Et en sciences sociales, on insiste bien plus sur les éléments qui expliquent le changement que sur les éléments qui permettent d'expliquer la permanence de l'ordre social. Pourtant, cette perpétuation, elle est bien loin d'être mécanique ou naturelle, et elle mérite souvent d'être expliquée. Comme le montrera le sociologue Todd Gitlin dans un article de 1978, il peut être paradoxal de parler d'un effet limité des médias quand on parle en fait d'influence qui vont dans le sens d'un statu quo. De fait, il souligne que le principal résultat des campagnes électorales semble précisément le renforcement des convictions préexistantes. Une campagne, c'est certes un moment pour sensibiliser et convaincre, mais c'est surtout un moment pour mobiliser et réactiver des loyautés déjà existantes. Debout ! C'est quelque chose qu'on a notamment vu lors de cette dernière campagne électorale à gauche. L'essentiel n'était pas vraiment de convaincre l'électeur indécis et difficilement accessible. Vous autres les braves gens, et les autres aussi, fâchés par facho. C'est le moment d'envoyer au pouvoir des gens déterminés. Mais plutôt au contraire de rassembler et de mobiliser au sein de son propre camp pour incarner le vote utile. Le vote utile, ça n'a jamais été notre argument, donc moi je vais pas l'utiliser. Mais ce que je peux dire, c'est que si vous votez pour moi, c'est le vote le plus concret, pas seulement pour un programme, mais pour éliminer l'extrême droite dès le premier tour. Oh ben ça tombe bien alors.
Ce qu'il se passe, c'est que les messages partisans fournissent aux plus convaincus et aux plus politisés un stock d'arguments qui confortent leurs convictions. Ils vont ensuite les décoder et les filtrer avant de les répercuter auprès des membres de leur groupe primaire d'appartenance. Oh, ne criez pas mon nom, criez hydrolienne. Du coup, pour les électeurs les moins politisés, la campagne déclenche un processus d'activation des prédispositions sociales à voter pour tel ou tel parti par le biais des leaders d'opinion. Qui votent selon leur conscience, nous on n'est pas là pour les influencer. Puis secret du vote de toute façon. Secret du vote, nous on dira rien de toute façon. En fait, on retient souvent le mécanisme du two-step flow of communication dans l'ouvrage de Lazarsfeld, mais le plus intéressant, c'est peut-être le phénomène d'appropriation sélective des messages. Contrairement à ce que pensait l'école de Francfort, on voit que les électeurs opposent aux médias des formes variées de résistance. Globalement, si le candidat qu'on soutient dit une chose avec laquelle on est en désaccord, on aura souvent tendance à refouler cette information, voire carrément à l'oublier ou à l'ignorer. Et c'est vrai qu'on remarque parfois avec amusement que les partisans politiques peuvent souvent faire preuve d'une certaine mauvaise foi dans la défense de leur candidat. Tout ce qu'on a demandé, on l'a eu. Non, il n'y a rien à reprocher. La fraude fiscale, c'est pas un vol aussi d'argent public d'une certaine manière? Mais du moment que ça ne m'incombe pas, peu importe. Mais de fausses fiscales, mais ça concerne lui, ça concerne pas les autres. C'est personnel, ça. C'est personnel, ça n'intéresse personne, ça. Hein. Ça n'intéresse pas la population. Ça ne nous regarde pas, sa vie privée, c'est... Ce que je regarde, c'est la ville, comment il entretient la ville. Hein. Du coup, faites quand même attention avant d'adhérer à la théorie du zéro effet. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas changé d'avis que la campagne médiatique ne vous a pas influencé. On pourrait même défendre le fait que c'est précisément la marque de son efficacité. Le meeting, c'est un moment d'ivresse collective, hein. On se réchauffe entre nous, on s'emporte, le public, le candidat. Il y a une forme d'abandon, on laisse son esprit critique de côté, on applaudit, on hurle. Jean-Luc, Jean-Luc! Oh, ne criez pas mon nom, criez hydrolienne. Cet épisode de Socio Classique est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. C'est toujours un peu frustrant de s'arrêter là, hein. On pourrait bien sûr toujours avoir plus de choses à dire. On pourra parler de travaux un peu plus récents au prochain épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et en tout cas, ne partez pas trop loin parce qu'il y a plein de nouveaux projets qui vont arriver sur la chaîne prochainement, hein, je vous en parlerai plus tard. N'oubliez pas que le livre est toujours disponible en librairie si vous avez envie de mieux comprendre le monde avec des exemples issus de la pop culture. Moi, je vous fais des gros bisous, à très vite, ciao!